j'ai eu le temps de regarder Mondovino dans les heures qui ont précédé. Et comme le film est assez frais dans ma tête et que j'ai plein d'idées qui se sont bousculées, j'ai voulu faire l'enregistrement tout de suite pour pas perdre le fil de mes idées. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. On y va. Alors, comme vous, j'ai appris il y a quelques jours donc le décès d'Aimé Guibert, donc le propriétaire du mas Domas Gassac dans le Languedoc. Et dans mon esprit, Aimé Guibert a toujours été associé au film Mondovino. C'est la première fois où je l'avais vu. Pour être honnête, à l'époque, en 2004, quand le film est sorti en France, j'avais 23 ans et j'étais déjà dans la filière, mais je ne connaissais pas le mas de Domas Gassac. Donc du coup, ça m'a refait penser au film, il m'a un peu trotté dans la tête, et puis je me suis dit, tiens, je le re-regarderai bien, parce que en fait, j'avais une idée un petit peu, je m'étais fait une idée un petit peu, pas péjorative, mais un brin négatif du reportage, le trouvant un petit peu trop stéréotypé, j'étais resté un petit peu sur ma faim, et je me suis dit, et peut-être qu'un deuxième visionnage ne serait pas trop mal, puisqu'en plus, là, quand je viens de le regarder, je ne l'avais pas revu depuis sa sortie ciné. J'avais été le voir au ciné en 2004. Et grand bien m'en a fait, parce que très franchement, je n'avais strictement, mais strictement, absolument pas compris le sens du film. Alors je dis bien film parce que à l'époque, quand il est sorti, c'était un petit peu à l'ère des reportages au cinéma. Il y avait une petite mode comme ça, comme Bowling for Columbine ou alors Super Size Me, qui étaient donc des reportages typés long métrage qui passaient au cinéma. Mondovino était un petit peu dans cette veine-là. Donc j'avais été voir Mondovino comme un reportage sur le vin. Et au final, en fait, après la relecture que je viens de faire aujourd'hui, je me rends compte qu'il fallait absolument pas voir ça comme un reportage sur le vin, mais plutôt comme un film de gangster, quoi. D'ailleurs, le terme de gangster n'est pas choisi au hasard comme ça, puisque si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, attention au passage, bon, le film a 12 ans maintenant, donc je pense qu'on peut légèrement spoiler un petit peu le film, mais au passage, dans la famille Stagling, Madame Stagling explique qu'elle a refait faire une table à l'identique de celle du parrain 2, avec une sorte de fierté comme ça, donc ça marche, quoi. Donc je vais m'expliquer en fait pourquoi Mondovino n'est pas déjà d'une part un reportage et puis dans un second temps le thème abordé du vin est peut-être je trouve maintenant très secondaire. Déjà on va commencer avec la structure du film, hein. On va faire un petit point sur la narration, comment Nociteur a voulu monter son film. En fait c'est l'accession de la famille Mondavi à une propriété de ce qu'on appelle le vieux continent. Puisque eux sont propriétaires en Californie. Et donc, première partie, c'est, on va dire, l'achat raté d'une propriété sur la commune d'Agnan, donc proche de celle d'Aimé Guibert. Et puis la deuxième partie, c'est sur l'achat réussi de la propriété en Italie, Ornellaia. Recherche la consécration avec cet achat dans le terroir vraiment du vieux continent pour dire voilà on est des vrais propriétaires et ils veulent absolument faire cet achat là. Donc on suit leur parcours, le film est en deux parties et à l'intérieur donc de chacune de ces parties eh bien, surviennent différents protagonistes de la filière. Et c'est là que moi à l'époque j'avais émis la critique du stéréotype parce qu'on voit bien que chaque personnage a un rôle et est assez caricatural. Mais en fait, on va dire que c'est normal parce que si effectivement on regarde ça de l'angle reportage, on peut se dire ah ben là il l'a monté de cette façon, c'est sorti du contexte, non ça c'est pas vrai, ça c'est pas dit comme ça, etc. Mais quand on regarde le film sous l'angle du film, en fait, eh ben oui, ce sont des personnages, donc il a le droit de monter des caractères. Hein. Et donc, eh bien, pour le coup, on se laisse vraiment porter par ce jeu d'acteur. Des dizaines d'Oscars à décerner au cours du film. Hein. Des personnages vraiment hauts en couleur. Michel Roland, un personnage qui est toujours joué en fait. Hein. Alors je sais pas là pour le coup si c'est vraiment Nociteur qui a monté de façon à ce que
le rôle lui colle à la peau, ou alors si c'est Michel Roland qui est un très bon communicant et qui a vraiment joué la chose à fond et qui a donc à cadrer pour être dans le format, comme on dit. Mais en tous les cas, bravo, prestation magistrale, hein. Bourguignon, eux, alors, sont plus vraiment peut-être dans la réalité des émotions, mais là où je parlerai vraiment de jeu, c'est que comme ils sont absolument incapables, en tous les cas le père et la fille, de se dire les choses franchement, ils utilisent toujours le sujet vain pour pouvoir se transmettre les informations. Et donc c'est là où on voit un jeu vraiment se mettre en place, et ils sont pour le coup vraiment géniaux tous les deux dans cette relation miroir. La relation père-fils avec le fils Étienne, je crois, et elle beaucoup plus dure l'un envers l'autre, qui sont vraiment très tranchés, c'est assez dur. Donc là par contre on parlera plus peut-être de gens réels, mais ils font tellement des vrais personnages que on pourrait pour le coup croire que c'est écrit, tellement ils sont beaux à regarder, quoi. Robert Parker, lui, toujours impressionnant, il est d'un calme, d'une sérénité. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur Robert Parker, mais c'est vrai que tout prend sens dans ce qu'il dit. Il est de ça aussi, hein, l'aspect patriote, comme il est dit dans le film. Vraiment un joli personnage. Et puis par contre, bah, Oscar, meilleur acteur, hein, alors là, bravo, prestation, mais bouleversante de James Suckling. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, la première que j'avais faite donc sur la notation par cœur, à l'époque j'avais expliqué comment James Suckling s'était glissé dans le fauteuil du patron, donc Parker, quand il a décidé de quitter Bordeaux. Donc aujourd'hui, maintenant, tout le monde encense Suckling et ses critiques. On voit ses notes un petit peu partout là fleurir depuis quelques semaines, et puis on le voit un petit peu sur des selfies un peu partout à Vinexpo Hong Kong. Mais alors, je sais pas les gars, j'ai pas dû regarder Mondovino depuis bien longtemps, parce que qu'est-ce que la France en prend mais plein la gueule par Suckling. Pour recontextualiser un petit peu, donc à l'époque du film, Suckling donc est responsable du Wine Spectator en Italie, hein, il a son bureau en Toscane, et donc bah, il vend son bourrier, quoi, hein, donc, et il explique, il tire à boulet rouge sur la France, il explique donc que la France, ben, c'est l'arrière-garde, c'est les vins de papy et de mamie, et que le futur c'est l'Italie, miracle du temps, hein, le temps fait son affaire, bah, il revient à Bordeaux, et puis il prend l'argent, et puis les gens lui donnent en plus, en notant les Bordeaux maintenant. Bon. Bravo, c'est la chanson de Dutronc, hein, l'opportuniste, qui aurait été bien dans la bande originale du film. Là, pour le coup, ça lui aurait allé à merveille. La relation des Mondavi aussi est assez intéressante, hein, entre le père et l'un des fils, hein, quand ils sont tous les deux côte à côte à discuter, hein. On a le père qui lui voit l'aspect assez famille du travail, donc de l'entreprise, et puis le fils qui lui explique qu'il a récupéré son père une fois qu'il a ouvert le capital de l'entreprise à la bourse. Alors voilà, je vous ai parlé donc du format, hein, format qui n'est pas un reportage mais un film. Donc j'ai un peu décrit les personnages ensuite, et les différentes prestations. Maintenant sur le fond du sujet, hein, qui est le vin, j'expliquais un petit peu en introduction qu'il était légèrement secondaire, parce que eh bien c'est vrai que moi je me suis plus attaché à regarder les personnages évoluer plutôt que le fond du sujet en lui-même, qui était donc le vin, puisqu'à aujourd'hui, 12 ans après, on se rend compte que les schémas sont toujours identiques, hein. Donc s'il y avait un aspect revendicatif dans le film pour essayer de faire changer les choses, les choses elles n'ont pas changé du tout. Donc c'est plus on va dire une photographie, hein, un objet filmique qui montre ce qui se passe à un moment donné, plus qu'une vraie revendication. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le sujet vin du film est assez secondaire, en fait. Il nous plaît à l'oreille parce qu'on parle de quelque chose que l'on connaît, plus voilà une sorte de petite trame comme ça qui nous plaît bien à l'oreille, parce que c'est notre univers.
Alors pour finir, c'est un film qui dure un peu plus de 2 heures, donc évidemment il y a toujours un petit peu des problèmes de rythme dans des films un peu longs, hein, et puis donc Mondovino n'y coupe pas. La deuxième partie, je l'ai trouvée un peu moins bien rythmée que la première, elle tire un petit peu en longueur, notamment avec la finale comme ça sur l'Amérique du Sud, où je pense qu'on aurait pu complètement la couper, pour les petits points négatifs que j'aurais à retenir sur le film. Donc voilà, sinon une très bonne nouvelle expérience de visionnage que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Je replongerai volontiers dans Résistance naturelle pour voir un petit peu si, comme j'avais eu à l'époque aussi des quelques a priori par rapport au sujet, parce que je le trouvais très impliqué dans le process du vin nature, alors que moi j'ai un nuancé sur les vins naturels. Je le re-regarderai peut-être pour voir si il y a des choses que j'aurais pas remarquées. Et puis si cette revue vous a plu, à ce moment-là je le ferai aussi avec plaisir sur ce deuxième film.